Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce lundi 6 mai 2019, les titres pour démarrer. Au moins 34 personnes ont été assassinées, 6 portés disparus et 36 autres ont été arrêtés arbitrairement au cours du mois d'avril. Ces chiffres figurent dans le rapport mensuel de l'organisation ACAT Burundi et parmi les plus ciblés figurent les membres du parti CNL d'Agathon Rwasa. Au sein de la police burundaise et les instances étatiques, il continue à affirmer que la sécurité est bonne dans tout le pays. Vous suivrez respectivement au cours de cette édition le ministre de la Sécurité publique et le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Le nouveau livre Huti au nom de tous les saints d'Antoine Kaburahe vient de sortir. Le livre est consacré à la vie d'Aloïse Nyohita, orphelin ayant perdu son père assassiné en 1972. Dans ce livre, Aloïse Nyohita appelle les Burundais à cesser d'être égoïstes car tout le monde a perdu. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Voilà pour le sommaire. Droits de l'homme pour commencer, au moins 34 personnes ont été assassinées, 6 portés disparus et 36 autres ont été arrêtés arbitrairement au cours du mois d'avril, comme le relève le rapport mensuel d'action de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi. Et parmi les plus ciblés figurent les membres du parti CNL d'Agathon Rwasa. Les présumés auteurs de ces violations sont les jeunes Imbonerakure, certains policiers et les agents du service national de renseignement. Et ACAT Burundi profite pour demander à la communauté internationale de veiller sur la sécurité qui continue de se détériorer au Burundi. Suivez Augustin Nimona, il est du service de la communication au sein d'ACAT Burundi. Le rapport mensuel du mois d'avril 2019, publié par ACAT Burundi, relate des cas de violation des droits de l'homme, notamment des cas d'assassinat. On trouve 34 cas d'assassinat, 6 cas d'enlèvement, 36 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ainsi que 38 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Et parmi eux, 34 ont été torturés. Et les auteurs de toutes ces violations sont des Imbonerakure et certains agents du service national de renseignement, certains policiers. Et au cours de ce mois d'avril 2019, nous avons enregistré un très grand nombre de cas de torture perpétrés par les Imbonerakure et avec la complicité de l'administration. L'attitude du commissaire provincial de Muyinga et celle de la plupart de ses collègues qui s'adonnent à la pression montre encore une fois que la justice burundaise et la police ne sont pas des institutions professionnelles indépendantes. L'ACAT Burundi dénonce également dans ce rapport le mensonge des autorités burundaises qui disent que le retour des réfugiés est garanti et que la sécurité de ces réfugiés et de leurs biens lorsqu'ils retournent au Burundi est garantie. Ici, nous donnons l'exemple d'un cas d'un citoyen de la province de Muyinga, commune Gasorgwe, connu sous le nom de Minani, qui est récemment rentré d'exil du camp de réfugiés burundais d'Ondota en Tanzanie, mais qui de son retour a été arrêté par les Imbonerakure, qui l'ont ligoté, torturé, et puis il a été retrouvé mort le 29 avril 2019 dans la localité de Kagongoro, à la frontière burundo-tanzanienne. Et la CAT Burundi termine ce rapport en demandant à la communauté est-africaine de s'appuyer sur le cadre existant de la communauté est-africaine en prenant toutes les mesures qui s'imposent pour contribuer à mettre fin à la crise politique qui a débuté au mois d'avril 2015. Elle demande enfin à la communauté internationale très vigilante par rapport à la recrudescence des violations des droits de l'homme au Burundi. Pas de traces de Vital Nyandwi depuis le 15 mars dernier. Vital Nyandwi est un ancien réfugié en Tanzanie qui s'est rapatrié en commune Gisuru, province Ruyigi, 2 jours avant sa disparition. Une disparition dont le responsable du service de renseignement en province de Ruyigi serait à l'origine avec la complicité des jeunes Imbonerakure.
Ce sont des précisions qui sont données ici par Pacifique Linazoué, président du FOCODE et dans le cadre de la campagne Ndondeza. Vital Nyandoui, un citoyen originaire de la colline Kinam, commune Gisuru, en province de Ruyigi, est rentré d'exil le 13 mars 2019. Jusque-là, il venait de passer 3 ans et demi au camp de réfugiés de Nduta en Tanzanie. Avant son retour au pays, des proches de la victime avaient approché l'administrateur communal de Gisuru, Aloïse Ngenzilabona, et lui avaient demandé si Vital Nyandoui pouvait revenir. L'administrateur communal de Gisuru avait garanti qu'à son retour, Vital Nyandoui serait protégé, ne serait pas inquiété dans sa sécurité. Dès le lendemain de son retour, c'est-à-dire le 14 mars, des proches ont appris des informations que des Imbonerakure de Gisuru avaient juré que Vital Nyandoui devrait être arrêté. Ce qui a été fait le lendemain, le 15 mars, alors que Vital Nyandoui avait répondu à un rendez-vous de partage d'un verre avec un milicien Imbonerakure de Gisuru, Richard Nirameba, Vital Nyandoui a été arrêté par des éléments de sécurité conduits par le chef du service national de renseignement en province de Ruyigi, Epitas Ndayiragije. Il a été saisi, menotté et jeté dans une camionnette du chef du commissaire provincial de la police à Ruyigi. Vital Nyandoui a été ensuite conduit dans un camp de la police à Gisuru, où il a été interrogé notamment sur des liens qu'il aurait avec des mouvements armés et des liens qu'il aurait aussi avec des politiciens à Bujumbura. Après son interrogatoire, il a été détenu brièvement dans un cachot de la police à Gisuru, et dans la soirée, il a été sorti de prison presque nu et il a été conduit au chef-lieu de la province de Ruyigi. Et là, il a été détenu au cachot du service national de renseignement. Il a été vu pour la dernière fois le 16 mars 2019. Depuis ce moment, les proches de Vital Nyandoui ne savent pas l'endroit dans lequel il serait détenu pour le moment et se demandent s'il n'aurait pas été exécuté. C'est pourquoi nous en appelons au service national de renseignement et spécialement à Epitas Ndayiragije, chef du SNR en province de Ruyigi. Nous demandons qu'il communique le lieu où il détient Vital Nyandoui. Nous rappelons que ce phénomène de détention secrète ont souvent conduit à des disparitions forcées dans d'autres cas que nous avons documentés dans la campagne Ndondeza. Encore une fois, nous condamnons ce phénomène d'arrestation des personnes qui rentrent d'exil alors qu'elles répondent à l'appel de Pierre Nkurunziza qui demande incessamment à tous les réfugiés burundais qui se trouvent en exil de rentrer. Je dois aussi rappeler que Vital Nyandoui est un membre du parti CNR d'Agathon Rwasa et que sa détention est probablement liée au contexte de répression qu'on constate en ce moment contre les militants de son nouveau parti. Et malgré toutes ces violations, la police, elle, affirmé que la sécurité s'est améliorée lors de la visite samedi dans la région ouest de la police. Alégué Bougnoni, ministre de la Sécurité publique, déplore seulement quelques cas de commercialisation de boissons prohibées et les personnes qui les consomment. C'était dans le prolongement de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sécurité, surtout dans le cadre d'appuyer les personnels déconcentrés et tout le personnel du ministère en leur rendant des visites d'évaluation sur terrain, des visites de constat, mais aussi des visites d'échange et des visites aussi de mise en commun des idées, des contributions pour une meilleure planification future. Nous nous sommes rendus compte que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans la région ouest de police. Nous avons constaté encore quelques cas de production, de commercialisation et de consommation de boissons prohibées qui ont effectivement sensiblement diminué, mais qui requièrent encore une attention particulière pour que nous enregistrons un pourcentage nul, un pourcentage zéro au niveau du commerce, de la consommation et de la production
des boissons prohibées. Nous nous sommes rendus compte aussi que le niveau de la discipline et du bien-être au niveau du corps au sein des policiers œuvrant dans la région visitée se porte très bien. Nous avons donc pu analyser ensemble les défis rencontrés, que ce soit au niveau des défis, au niveau du personnel, au niveau des moyens logistiques, au niveau des moyens matériels et humains. Il y a des réponses appropriées qui ont été données et surtout que la plupart des préoccupations avaient déjà trouvé des solutions qui leur ont été communiquées et que d'autres sont en cours d'exécution, en cours de commande ou en cours de planification. Nous nous sommes convenus effectivement de conjuguer les efforts afin que effectivement l'évaluation suivante puisse montrer nettement le pas franchi et l'étape atteinte par rapport à la situation actuelle. Et même si l'Union européenne a sanctionné le Burundi, les relations entre le Burundi et la Suisse sont restées bonnes. C'est ce qu'annonce Alexis Badianda Imbazé, porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Burundi, après une rencontre de la délégation suisse et l'Assemblée nationale ce 3 mai 2019. Dans leur entretien, le président de l'Assemblée nationale a mentionné que la sécurité au Burundi se tient à merveille. En ce que le président de l'Assemblée nationale du Burundi a dit, il a en général remercié la Suisse pour tout ce qu'elle fait comme projet pour le Burundi. Il remercie encore la Suisse pour n'avoir jamais pu se détacher sur le Burundi comme les autres pays de l'Union européenne l'ont fait. Le président de l'Assemblée nationale a remercié encore la Suisse pour son projet d'identification des propriétés et de l'acquisition des titres des propriétés avec la coopération suisse, un projet qui est en cours dans la province de Ngozi. Il a demandé aussi à la coopération suisse que ce projet soit réalisé dans toutes les provinces du Burundi. Le président de l'Assemblée a encore tranquillisé et rassuré à la Suisse que la sécurité règne au Burundi, que tout ce qu'on raconte sur Internet et dans les radios ne sont que purs mensonges, au contraire que la population burundaise est en plein travail, qu'il faut plutôt la soutenir. Page économie à présent, la société Régie des eaux chargée de l'alimentation en électricité et en eau potable est au bord de la faillite. Une mauvaise gestion, les malversations économiques, la sous-consommation de sa production en électricité sont à la base de cette faillite. Les radios Inzamba, RPA et la télévision Renaissance en synergie ont essayé de décortiquer les facteurs internes et externes de cette situation. Le point avec Thierry Wigilindavi. Que la régie des eaux soit gangrénée par les malversations économiques, ce n'est plus un secret pour personne. Même le ministre de l'Énergie et Mines, comme Manela Kiza, l'a reconnu ce 29 mars lors d'une assemblée générale avec le personnel de cette société. Au mois de juillet 2017, la régie des eaux a pris la décision d'augmenter de 0,20 $ sur le prix de vente de l'électricité par kilowatt. La régie des eaux avait signé un contrat d'achat de 30 MW d'énergie thermique à la société Interpétrole. Le ministre, comme Manela Kiza, avait précisé qu'avec les nouveaux tarifs, les délestages diminueront. Ces nouveaux tarifs d'électricité auraient dû entrer en vigueur dès le mois d'août 2017. À 4 mois de l'augmentation des tarifs de l'électricité, c'est-à-dire au mois de février 2018, la régie de production et de distribution de l'électricité Régie des eaux déplorait déjà la mévente de sa production. En 2017, la production de la Régie des eaux a été de 259 333 733 kW. Alors que la consommation en électricité n'était que de 175 357 725,3 kW. Les consommateurs évoquaient surtout les difficultés liées à la surfacturation et le manque de devises pour importer les matières premières, ce qui réduit l'activité économique et commerciale. Dans une réunion d'échange avec les grands consommateurs, Jéroboam Zikobanyanga, directeur général d'alors, a déploré la sous-consommation de l'électricité. Certaines entreprises ne consommaient même pas la quantité qu'elles utilisaient avant la hausse du prix. Comme le malheur ne vient jamais seul, les grandes sociétés ont une dette de plusieurs centaines de milliards
en veut la régie des eaux. Pour Gabriel Rufiri, président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques au LUCOM, la mauvaise gestion est érigée en mode de gouvernance à la régie des eaux. D'abord, il y a une complicité notoire dans la gestion délinquante de la régie des eaux. C'est la raison pour laquelle certains marchés ont été surfacturés. Donc, le matériel acheté, c'est un matériel inutilisable. Donc, ici, je voudrais vous rappeler un dossier que le ministre lui-même a parlé, le matériel qui a été acheté, qui a coûté à la régie des eaux plus de 13 milliards, mais malheureusement un matériel qui ne peut pas être utilisé. Le marché qui concerne les centrales thermiques qui ont été données par l'Interpétrole, des informations à notre disposition nous ont renseigné que le coût d'achat des produits de la régie des eaux, en l'occurrence l'électricité notamment, est plus élevé que le prix de vente. Aussi, la régie des eaux est une seule société burundaise publique, une société qui donne l'électricité et l'eau dans tous les services de l'État. Ces mêmes services de l'État et les services privés ont une dette aujourd'hui envers la régie des eaux de plus de 70 milliards. Mais aussi, il y a d'autres facteurs comme un personnel pléthorique qui sont payés sans même travailler. Il y a aussi la mauvaise gestion de l'eau et de l'électricité au niveau des camps militaires, au niveau des écoles à régime d'internat, des prisons et dans les services publics, des institutions et ministères. Selon le plan du Sénat de développement du Burundi, en 2018, le nombre de ménages ayant accès à l'électricité est de 7% au Burundi. C'est-à-dire que 51,1% de ménages urbains et 2% de ménages ruraux ont accès à l'électricité au Burundi. Selon ce même plan du Sénat de développement du Burundi, la consommation de l'électricité au Burundi est de 23 kW par l'habitant et par l'an. L'une des plus faibles du monde, de loin en dessous de la moyenne africaine, estimée à 150 kW par habitant et par an. Je vous le disais dans les titres, le nouveau livre Hutu au nom de tous les saints d'Antoine Kaburahe vient de sortir. Le livre est consacré à la vie d'Aloïse Nyoïta, orphelin ayant perdu son père assassiné en 1972. Dans ce livre, Aloïse Nyoïta appelle les Burundais à cesser d'être égoïstes en disant qu'ils souffrent plus que les autres pour avoir perdu les siens. Il y a beaucoup d'événements meurtriers qui se sont passés dans le pays. Et les gens en parlent, et les victimes en parlent. Et chaque partie, quand elle en parle, tu sens que chacun tire de son côté. Et quand il tire de son côté, c'est qu'il veut oublier que de l'autre partie, il y a des victimes aussi. Chacun souffre, donc vit sa vie, sa souffrance, et chacun ignore que l'autre a souffert, ce qui pour moi serait la cause de ces crises à répétition. Donc, j'ai voulu dire, comme une des victimes, parmi des millions de victimes de Burundi, je ne veux pas vraiment, comme j'aime le dire, privatiser la souffrance, mais je veux dire, je suis parmi vous qui avez souffert, et particulièrement de la date de 1972, apparemment qui est une date phare dont tout le monde parle aujourd'hui, en semblant oublier qu'entre-temps, après 1972, il y a eu d'autres années, comme 1988, 1991, 1993, et de 2015 à aujourd'hui, que les Burundais ont souffert et continuent à souffrir. Et des dates comme 1972, oui, c'est à majorité des Hutus, mais il faut le dire, il y a eu des Tutsis qui sont morts. 98, 91, 93 et à aujourd'hui, la majorité, il faut le dire, jusqu'en 93, la majorité ont été des Tutsis, mais des Hutus sont morts. Et en 2015, je ne dirais pas heureusement, mais c'est que maintenant tout le monde est concerné. Les Hutus et les Tutsis sont en train de souffrir. Aloïse Nyoïta ajoute qu'il espère que le livre pourra aider les jeunes à y voir plus clair pour mieux s'épanouir. Je ne peux pas être prétentieux, mais pour vous dire vraiment, mon objectif est celui-là. Si vraiment ça pourrait inspirer la jeunesse à dire que
oui, il y a eu des victimes. Il y a eu une victime à Aloïse, mais qui essaye de surpasser toutes ces histoires qu'on lui raconte pour qu'on l'enfonce dans l'extrémisme. Non, je ne veux pas être extrémiste. Non, je ne veux pas juger un jeune d'aujourd'hui comme un criminaire de mon père. Non, le jeune d'aujourd'hui, et même si il y a des jeunes, même si les choses se passent, est-ce que c'est tous les jeunes? Est-ce que c'est tout le groupe? Non, c'est une partie de criminels qui profitent peut-être des places qu'elles occupent au pouvoir pour faire des bévues. Pour dire que vous ne croyez pas qu'un groupe puisse en tuer un autre? Jamais. Je n'ai jamais cru, je ne crois et je ne croirai jamais qu'un groupe puisse tuer un autre. Il s'agit de certains individus faisant partie de groupes et profitant des positions qu'ils ont pour sauver et garder certains intérêts qui maintenant vont utiliser le nom des groupes pour commettre des crimes. Et voilà, c'est sur ces propos que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous d'avoir tenu compagnie. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.